Ma jeune sœur a prétendu qu'elle ne supportait pas la climatisation cassée de son appartement, alors je l'ai laissée rester avec nous. Pendant que je travaillais des semaines de 60 heures pour le mariage de mes rêves, elle a séduit mon fiancé. Je n'ai pas crié de rage. J'ai méthodiquement détruit leur devis. Je m'appelle Emma. J'ai 33 ans. Avant de vous raconter comment j'ai systématiquement démantelé leur vie, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Pour vraiment comprendre comment deux personnes ont pu trahir quelqu'un d'une manière aussi complète, il faut comprendre le terrain sur lequel cette trahison s'est construite. Toute ma vie, j'ai été le fondement et ma jeune sœur, Vanessa, était la belle et délicate maison construite sur moi. J'étais la responsable. Elle était l'enfant d'or. Je suis sûr que certaines d'entre vous qui m'écoutent ont déjà ressenti cette dynamique dans leur propre famille. C'est un poison silencieux, un poison qui s'infiltre dans vos os et vous façonne bien avant que vous ne sachiez même que vous êtes modelé. Cela a commencé tôt. Je me souviens de mon 16e anniversaire avec une clarté qui me pique encore. Mes parents, rayonnant de fierté, m'ont tendu une obligation d'épargne de $100 toute neuve. « Tu es tellement pratique, Emma », a dit ma mère, la voix pleine d'une sincère admiration pour ma maturité perçue. « Nous savons que tu mettras cela dans tes études universitaires. » Et je l'ai fait. J'ai souri, j'ai dit « merci » et je l'ai mise de côté parce que c'était mon rôle. J'étais celle qui était raisonnable, celle qui planifiait l'avenir. La même année, pour le 11e anniversaire de Vanessa, elle a eu un poney. Un poney vivant, respirant et coûteux qu'elle avait réclamé sans relâche pendant 3 mois. Elle l'a monté une douzaine de fois avant que la nouveauté ne disparaisse, et il est devenu une autre corvée pour mon père. La justification de cette disparité flagrante était toujours la même. « Oh, mais c'est la rêveuse », disait mon père en lui ébouriffant ses boucles blondes. Emma a les pieds sur terre, mais Vanessa, elle a la tête dans les nuages. Ce qu'ils n'ont jamais dit à voix haute, mais ce que j'ai toujours compris, c'est que j'avais les pieds sur terre parce qu'on s'attendait à ce que je me débrouille toute seule. La tête de Vanessa était dans les nuages parce qu'elle s'attendait à ce que sa voie soit pavée, généralement avec l'argent de mes parents et mon labeur émotionnel. Ce n'était pas seulement une chose d'enfance. Le schéma s'est étendu à nos vies d'adultes. Quand Vanessa avait 24 ans, elle a décidé de faire un voyage spontané à Miami avec des amis, un voyage qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. J'ai reçu l'appel à 2 heures du matin. Elle pleurait, hystérique, disant que l'hôtel allait la mettre dehors parce qu'elle avait épuisé sa carte de crédit. Je ne sais pas quoi faire. Monsieur, peux-tu m'aider? Juste cette fois. J'étais fatigué. J'avais une réunion tôt le lendemain, mais j'ai fait ce que je faisais toujours. Je suis sorti du lit, me suis connecté à ma banque en ligne et j'ai transféré $1000 de mon compte d'épargne, le compte que je construisais méticuleusement pour un apport pour une maison un jour. Le soulagement dans sa voix a été immédiat. « Oh mon Dieu, tu me sauves la vie. Je te rembourserai dès que je rentrerai. » Je n'ai jamais vu un sou de cet argent. Quand j'en ai parlé un mois plus tard, elle a juste ri. « Oh, allez. Tu sais que je suis bonne pour ça. » Il était plus facile de laisser tomber que de livrer la bataille perdue. J'étais la personne qui réglait les problèmes familiaux. Vanessa était celle qui avait toujours le droit d'être brisée. Alors quand j'ai rencontré Jason, cela a ressemblé à un changement sismique dans mon univers. Il était charmant, beau et ambitieux. Et pendant 3 années merveilleuses, il m'a fait me sentir vu. Il me voyait non pas comme un utilitaire, mais comme une partenaire. Nous nous sommes fiancés, et j'ai plongé tête la première dans la planification d'une vie avec lui, une vie que je pensais que nous construisions ensemble. J'étais responsable de la logistique dans une entreprise où j'étais depuis 8 ans. Le travail était exigeant, les heures souvent brutales, mais j'étais doué pour ça, et le salaire était stable. C'était la base sur laquelle je construisais notre avenir. Jason, cependant, avait un goût pour les choses qui étaient loin d'être une base. Il ne voulait pas d'un mariage simple. Il voulait un événement. Il passait des heures à parcourir des blogs, m'envoyant des liens vers des lofts industriels convertis au centre-ville avec des briques apparentes et des ampoules Edison suspendues qui coûtaient une fortune. Il voulait le traiteur approuvé par les célébrités, le photographe avec une liste d'attente de 6 mois. On ne peut faire ça qu'une fois, bébé, disait-il, les yeux brillants d'un désir que je confondais avec l'amour pour moi, mais qui était en réalité juste l'amour du luxe. Nous méritons le meilleur. Et parce que je l'aimais, et parce que toute ma vie m'avait conditionné à être celle qui fait bouger les choses, j'ai dit, d'accord. J'ai dit à mon patron que j'étais disponible pour toutes les heures supplémentaires.
Ma vie est devenue un tourbillon de feuilles de calcul, de manifestes d'expédition et d'épuisement. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine. Je rentrais tellement fatigué que je pouvais à peine manger. Mon corps me faisait mal à des endroits que j'ignorais qu'il pouvait faire mal. Mais je gardais les yeux sur la prime, le jour où j'épouserais l'homme que j'aimais dans un mariage payé par ma propre sueur, mon sang et mon sacrifice. Pendant ce temps, Vanessa se concentrait sur sa guérison, un processus vague de 2 ans qui semblait impliquer beaucoup de brunch et 0 demande d'emploi. Nos parents, bien sûr, trouvaient cela merveilleux. Elle se retrouve, disait ma mère fièrement. Je me retrouvais au fond d'une pile de factures, mais personne ne semblait le remarquer. Puis la vague de chaleur est arrivée. Le genre de chaleur oppressante et suffocante qui donne l'impression que la ville retient son souffle. Notre appartement, un endroit décent avec 2 chambres que j'avais décorées avec amour avec des trouvailles de Target et HomeGood pour en faire un sanctuaire, s'est transformé en un four. La vieille unité de climatisation, une relique qui grinçait sinistrement depuis des mois, a finalement rendu l'âme avec un triste soupir métallique. En quelques heures, l'air était épais et immobile, les murs semblaient transpirer. J'ai appelé la maintenance, la voix collée dans ma gorge. Le gars était compatissant, mais a livré la mauvaise nouvelle avec une lassitude habituelle. Le serpentin de refroidissement est complètement mort. Avec cette chaleur, toutes les unités de la ville tombent comme des mouches. Il faudra au minimum 5 à 7 jours pour avoir la pièce. 5 à 7 jours. Cela ressemblait à une peine de prison. Ce soir-là, j'envoyais un SMS à Vanessa, juste pour me plaindre de la situation misérable. Avant même que je puisse finir de taper, mon téléphone sonnait. Sa voix, lorsqu'elle a répondu, était une symphonie de préoccupations fabriquées. « Oh mon Dieu, monsieur, c'est juste horrible. Tu ne peux pas rester là. Ce n'est pas sûr. Vous devez venir rester avec moi. J'ai la climatisation centrale, la piscine, une chambre d'amis. Ce n'est vraiment pas un problème du tout. » J'ai hésité. Une lassitude familière m'a envahi. Je détestais imposer, surtout à elle, car cela venait toujours avec des conditions invisibles. Mais quand j'ai mentionné l'offre à Jason, son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël. « Tu rigoles ? C'est parfait. Ce sera comme des mini-vacances avant le mariage. » Il parlait déjà d'utiliser sa piscine, de combien ce serait plus confortable qu'une chambre d'hôtel exiguë. Il était si enthousiaste, si complètement inconscient de mon hésitation que j'ai cédé. Épuisé, surchauffé et trop fatigué pour discuter, j'ai accepté. Nous avons emballé quelques sacs pour la nuit et nous nous sommes dirigés vers son complexe d'appartements branchés, celui que je savais pertinemment que mes parents continuaient de l'aider à payer. Les 2 premiers jours ont été trompeusement normaux. Je partais pour mon quart avant l'aube, un fantôme glissant dans l'humidité précédant l'aube, et je rentrais bien après le coucher du soleil, une enveloppe de personnes fonctionnant à la caféine et au gaz d'échappement. Je rentrais et la scène était toujours la même. Jason et Vanessa étalés sur son canapé moelleux, baignés dans la lumière bleue fraîche de sa télévision géante, riant à une émission. Jason et moi avons commencé à regarder ce documentaire fou sur les sectes, disait-elle, et je forçais un sourire, trop fatigué pour enregistrer l'intimité facile dans sa voix. J'étais juste contente qu'il ne s'ennuie pas pendant mon absence. Mais ensuite, les petites choses ont commencé. De minuscules notes dissonantes dans la mélodie de leur amitié. Des choses que l'on essaie de rejeter comme étant le produit de son propre épuisement et de sa paranoïa. Vanessa, que je savais qu'elle considérait la cuisine comme faire passer au micro-ondes un plat de régime, préparait soudainement ses repas élaborés à plusieurs plats. Jason disait juste combien il aimait le poulet parmesan, alors j'ai pensé essayer, annonça-t-elle fièrement, lui souriant pendant qu'il prenait une bouchée. Sa garde-robe a aussi changé. À la maison, elle vivait dans des sweats à capuche surdimensionnée et des pantalons de yoga. Chez elle, même avec la climatisation centrale qui tournait si fort que j'avais besoin d'un pull. Elle portait constamment ses shorts minuscules et ses hauts en soie fins qui laissaient peu à l'imagination. « Il fait juste si chaud dehors », disait-elle avec un haussement d'épaule innocent si elle me surprenait à regarder. Mais il ne faisait pas chaud dans l'appartement. Il faisait un froid glacial. Au 4e jour, le nœud d'anxiété dans mon estomac s'était transformé en une pierre froide et lourde. Vanessa, la papillon sociale ultime dont le téléphone bourdonnait habituellement de plans, n'était pas sortie de la maison une seule fois depuis notre arrivée. Elle, qui avait toujours un rendez-vous ou une soirée entre filles prévue, était soudainement devenue une parfaite casanière. Elle et Jason avaient développé tout un répertoire de blagues privées,
chuchotant et riant dans la cuisine jusqu'à ce que j'entre, auquel cas il tombait dans un silence brusque et coupable. L'air crépitait d'une gêne si épaisse que je pouvais la goûter. Un soir, je suis rentré un peu plus tôt que d'habitude. Je suis entré silencieusement et je les ai trouvés sur le canapé, assis si près que leurs jambes se touchaient, partageant une paire d'écouteurs et regardant quelque chose sur son téléphone. Ils ne m'ont pas entendu entrer. J'ai vu la façon dont elle le regardait, une expression douce et adorable que je n'avais jamais vue chez elle pour qui que ce soit. Et j'ai vu la façon dont il lui souriait en retour, un sourire privé et intime qui ne lui était destiné qu'à elle. Quand j'ai raclé ma gorge, ils ont sursauté comme s'ils avaient été électrocutés. La culpabilité sur leur visage était palpable. On regardait juste une vidéo drôle, a dit Jason, sa voix un peu trop forte, un peu trop joyeuse. Je me suis dit que j'étais folle. Je me suis dit que j'étais juste stressée par le travail, jalouse du lien facile qu'ils formaient pendant mon absence. J'étais tellement concentré à économiser le dernier millier pour la compte du lieu, une surprise que je prévoyais de réserver à Jason ce week-end-là, que j'ai délibérément, volontairement repoussé mon instinct. J'ai choisi de faire confiance à l'homme que j'allais épouser. J'ai choisi de faire confiance à ma sœur. Une semaine après notre arrivée, l'appel est finalement arrivé. Notre climatisation était réparée. Alors que nous emballions nos sacs, un sentiment de profond soulagement m'a envahi. J'avais hâte de retrouver mon propre espace, ma propre vie. Alors que nous partions, Jason a attiré Vanessa dans une étreinte. Ce n'était pas un au revoir amical. C'était une étreinte. Elle était longue, trop longue. Il la tenait serrée, ses mains glissant jusqu'à ses reins, ses doigts serrés possessivement. J'ai senti une sensation de chaleur et de picotement me monter dans le cou. J'avais l'impression de regarder une scène de film. Une scène que je n'étais pas censé voir. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était assourdissant. J'ai finalement brisé le silence. C'était quoi cette étreinte, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix légère, décontractée. Ça semblait un peu intense. Il a juste ri, un son court et sec qui n'atteignait pas ses yeux. Ne sois pas bizarre, monsieur, elle a juste été gentille, nous a laissé traîner une semaine. Je la remerciais. J'ai laissé tomber. Je voulais le croire plus que tout au monde. Le lendemain, j'ai même acheté à Vanessa un beau et coûteux bracelet en argent de Tiffany S comme cadeau de remerciement. J'essayais de tuer mes propres suspicions par la gentillesse. La vie était censée reprendre son cours normal, mais c'était une version fracturée et déformée de la normalité. Jason est devenu distant, presque un étranger dans notre propre maison. Il était collé à son téléphone, envoyant constamment des SMS, un petit sourire secret jouant sur ses lèvres. Il orientait l'écran loin de moi si j'approchais. Il a commencé à faire ses longs et mystérieux voyages de shopping avec des amis le samedi, mais revenait toujours les mains vides et sentant faiblement un parfum qui n'était pas le mien. La pierre froide de l'anxiété dans mon estomac était de retour et elle était plus lourde que jamais. Je me sentais en train de devenir folle, vivant dans une maison de cartes qui allait s'effondrer. Puis est venu le mardi qui a tout fait tomber. Ce fut une journée brutale à l'entrepôt. Une expédition était en retard. Mon patron me mettait la pression et je me poussais physiquement à la limite absolue pour décharger un camion avant l'échéance. Tout mon corps criait d'épuisement. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon jean. Je l'ai presque ignoré, mais une sombre prémonition m'a fait le sortir. C'était un texto de Jason. 5 mots. 5 mots qui ont pris le monde que j'avais construit et l'ont fait exploser. Je vais être père. Ce n'est pas avec toi. J'ai regardé l'écran, mon cerveau court-circuitait. Les sons de l'entrepôt, le grondement du chariot élévateur, les cris de mes collègues se sont estompés dans un grondement sourd. Les lettres sur l'écran semblaient se brouiller et se réarranger. Ça ne pouvait pas être vrai. Ça devait être une erreur. Une blague tordue et malade. Mon collègue Miguel, un homme bon avec sa propre famille, a dû voir la couleur quitter mon visage. Emma, tu vas bien? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je ne pouvais pas former de mots. Ma gorge s'était fermée. J'ai juste tendu le téléphone, ma main tremblant de manière incontrôlable. Il l'a pris, ses yeux balayant l'écran. Un faible sifflement s'est échappé de ses lèvres. Bordel, fille, tu dois rentrer à la maison maintenant. Je te couvre. Le trajet de retour était une terrifiante expérience hors du corps. Je ne me souviens pas du trafic, des virages, des feux rouges.
Mes mains étaient verrouillées sur le volant dans une prise mortelle. Mes jointures étaient blanches. Mon esprit était un ouragan chaotique de trahison et d'incrédulité. Qui? Quand? Comment? Une petite partie stupidement naïve de moi, la partie qui voulait encore croire à la vie que j'avais planifiée, s'accrochait à l'espoir qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. Mais au fond, une certitude froide et nauséabonde se cristallise déjà dans mes veines. C'était Vanessa. Il fallait que ce soit elle. Toutes les bizarreries, les regards volés, l'étreinte prolongée, les textos secrets, tout s'emboîtait avec la finalité terrifiante d'un couvercle de cercueil qui se ferme. Je suis entré dans notre appartement et la première chose que j'ai vue, c'est lui assis au bord du canapé, la tête enfouie dans ses mains. Il a levé les yeux quand il a entendu la porte se fermer, et pour la première fois en 3 ans, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, un lâche faible et pathétique. Ses yeux étaient rougis, son visage pâle. Il a commencé à pleurer avant même que je dise un mot. Je ne voulais pas que ça arrive, génia-il, les mots sortant dans une ruée pathétique. Et puis est venue la phrase qui a scellé son destin. Le mensonge si insultant, si transparentement intéressé qu'il a éteint la dernière étincelle d'amour que j'avais pour lui. Vanessa, elle s'est jetée sur moi. Elle était tellement insistante. Je ne savais pas quoi faire. Il la blâmait. Il essayait de se peindre comme la victime. La simple et époustouflante audace de cela m'a coupé le souffle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un calme terrifiant et artificiel s'installer en moi, une couche de glace se formant sur l'enfer déchaîné à l'intérieur. Elle s'est jetée sur toi, ai-je demandé. Ma voix était celle d'une inconnue, plate et dépourvue de toute émotion. C'est une accusation très grave, Jason. Il a sursauté à mon ton, le manque d'hystérie le déstabilisant clairement. Eh bien, papa forcé exactement, a-t-il bégayé, son histoire commençant déjà à s'effilocher. Mais elle était vraiment agressive. Tu sais comment elle peut être. Et nous étions chez elle. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes. La glace dans mes veines a commencé à brûler. Gênant, ai-je répété. Le mot avait un goût de poison. Alors, laissez-moi comprendre. Pendant une semaine entière, pendant que je me tuais à la tâche pour notre mariage, vous étiez retenu en otage dans un appartement de banlieue par les avances agressives de ma sœur. Vous regardiez la télévision avec votre geôlière, mangiez sa cuisine, riez à ses blagues, tout sous la contrainte. Il a commencé à sangloter plus fort, un son dégoûtant de hoquet. Tu ne comprends pas. C'est juste arrivé. On regardait un film et une chose en a entraîné une autre. Une chose en a entraîné une autre. L'hymne pathétique d'un homme sans colonne vertébrale, sans loyauté, sans honneur. Quand est-ce que c'est arrivé, Jason? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il ne me regardait pas. Il fixait le sol en marmonnant les mots qui me hantaient pendant des mois. La deuxième nuit après que tu te sois endormi sur le canapé par épuisement. L'image qui m'est venue à l'esprit était si vive qu'elle m'a fait reculer physiquement. Moi, morte au monde, mon corps endolori par un double quart de travail pendant qu'il, dans la pièce d'à accent grave côté, dans son lit, me trahissait. J'ai ressenti une vague de nausées si intense que j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Mes jambes ne me portaient plus. Ce fut le moment où la femme au cœur brisé est morte. Le choc, le chagrin, la douleur cuisante, ils n'ont pas disparu. Ils ont été transmutés. Ils ont été comprimés sous l'immense pression de sa trahison et de ses mensonges insultants. Et ils se sont cristallisés en quelque chose de nouveau, quelque chose de dur, de pointu et d'incassable, une résolution froide, calculatrice. Il n'avait pas seulement brisé mon cœur, il avait insulté mon intelligence. Il avait regardé mon amour et mon sacrifice et les avait jugés sans valeur. Je n'ai plus rien dit. Je me suis retourné, je suis allé dans notre chambre, ma chambre, et j'ai méthodiquement fait un sac. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable. Je me suis déplacé avec une précision étrange et détachée, comme si je regardais quelqu'un d'autre. Il m'a suivi, babillant des excuses et des justifications, mais je ne l'ai pas entendu. Sa voix n'était qu'un bruit dénué de sens. J'ai quitté l'appartement, la vie que nous avions construite, et je ne me suis pas retourné. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un plan. J'ai conduit jusqu'à trouver le motel le plus miteux et le plus anonyme que j'ai pu trouver, le genre avec des néons clignotants et l'odeur persistante de cigarettes froides et de désespoir. Je me suis enregistré,
j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord de la couverture rigide et rêche. Pendant longtemps, j'ai juste regardé la peinture qui s'écaillait sur le mur. Le choc initial s'estompait, remplacé par une rage blanche incandescente qui bourdonnait sous ma peau comme un fil sous tension. Mais je savais que la rage était un instrument émoussé. La rage était désordonnée, impulsive. Elle me donnerait un moment de satisfaction, mais elle ne me donnerait pas justice. Pour ce qu'ils avaient fait, j'avais besoin de plus que cela. J'avais besoin d'être froide. J'avais besoin d'être méthodique. J'avais besoin d'être l'architecte de leur ruine. Ma première étape a été de rassembler mes munitions. La confession pathétique et larmoyante de Jason était un début, mais c'était sa parole contre la sienne. J'avais besoin de preuves irréfutables. J'avais besoin de connaître l'étendue complète de leur tromperie. Le lendemain matin, les mains encore tremblantes d'un mélange de colère et d'adrénaline, j'ai passé l'appel. J'ai appelé la seule autre personne au monde qui était autant une victime dans tout cela que moi, Marc, le petit ami de longue date de Vanessa. C'était un gars décent, un ingénieur logiciel calme qui adorait ma sœur et était complètement aveugle à sa nature manipulatrice. Il méritait de connaître la vérité. La conversation fut l'une des plus difficiles que j'ai jamais eu à initier. Je lui ai tout exposé, ma voix ferme et clinique, ne trahissant aucun du tumulte qui faisait rage en moi. Marc, j'ai des raisons de croire que Vanessa et Jason ont eu une liaison. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration haletante. C'est fou, Emma, a-t-il dit finalement, mais sa voix était fine, manquant de réelle conviction. Il la connaissait. Il savait que ce n'était pas fou du tout. Je lui ai dit ce que Jason avait avoué. Je lui ai dit le calendrier, le fait que cela ait commencé la deuxième nuit où nous étions chez eux. Il dit que c'était elle, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Mais c'est un menteur. J'ai besoin de savoir la vérité. Je pouvais presque sentir son monde basculer sur son axe à travers le téléphone. Je savais pertinemment que Vanessa avait un iPad synchronisé avec son iPhone. Je l'avais vu l'utiliser 1 million de fois, ses messages apparaissant simultanément sur les deux écrans. Marc, ai-je dit, ma voix s'adoucissant d'une sincère sympathie. Je sais que c'est une chose horrible à te demander, mais si tu veux savoir avec certitude, vérifie ces messages. Ils sont probablement synchronisés sur son iPad. Il est resté silencieux pendant encore un long moment, puis il a juste dit « d'accord ». Sa voix était un murmure tendu et étranglé. Il a raccroché. Les quelques heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans la petite chambre miteuse de l'hôtel comme un animal en cage. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas réfléchir. J'attendais juste que la hache tombe. Puis mon téléphone a sonné. C'était Marc. Sa voix était complètement différente. Elle était évidée, brisée. « Tu avais raison », a-t-il murmuré, et sa voix a craqué sur le dernier mot. C'est tout là. Mon Dieu, Emma, c'est tout là. Des centaines de messages, des photos. Il semblait qu'il allait être physiquement malade. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute, Marc, ai-je dit, ma propre voix étonnamment ferme, l'architecte en moi prenant le dessus. Veux-tu me rendre un service? Un gros. Peux-tu tout me transférer? Chaque message, chaque photo? Il a accepté sans hésitation. Quelques minutes plus tard, ma boîte de réception a commencé à se remplir. Et en ouvrant le premier email et en commençant à lire, les derniers vestiges de mon chagrin ont été incinérés par une fureur pure et diluée. Ce que j'ai vu était tellement pire, tellement plus calculé et cruel que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas juste une liaison malhonnête. C'était une conspiration méticuleusement planifiée. J'ai parcouru des mois de messages, mon estomac se retournant. Ils se moquaient de moi. Ils avaient des surnoms pour moi. La bourreau de travail, la vache à lait, le distributeur automatique humain. Ils riaient de la façon dont je travaillais dur, de ma fatigue, de mon ignorance totale et absolue de leur tromperie. Jason se plaignait de mes longues heures, et Vanessa répondait par des SMS comme « Encore un peu, bébé. Bientôt nous n'aurons plus à nous soucier de l'argent jamais. » Et puis je l'ai vu. Le message qui mettait à nu tous leurs plans dégoûtants. La petite modification qui ressemblait à un couteau dentelé qu'on tord dans mon estomac. Ils n'allaient pas me le dire. Leur plan était de me laisser travailler jusqu'à l'épuisement.
de me laisser vider mes économies et l'héritage de ma grand-mère pour payer le mariage somptueux de 50 000 $. Puis, après la lune de miel, une lune de miel que j'aurais payée, Vanessa allait annoncer sa grossesse. Ils allaient me laisser publiquement humilié et financièrement ruiné pour commencer leur nouvelle vie ensemble, financée par mon argent. La grossesse n'avait pas été un accident qui les avait forcé la main. Elle avait juste accéléré leur calendrier. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une chose en entraînant une autre. C'était un grand larcin déguisé en amour. Ils ne nous trompaient pas seulement, Marc et moi. Ils essayaient de me voler à l'aveugle. Ils voyaient mon amour, ma confiance et mon sacrifice comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Dans cette chambre d'hôtel bon marché et dégoûtante, avec la lumière brillante de mon ordinateur portable illuminant les preuves de leur trahison, j'ai cessé d'avoir le cœur brisé. Emma, je suis devenue une architecte des conséquences, et j'étais sur le point de leur construire une prison de leurs propres mains. Mes premiers appels ont été aux prestataires de mariage. Ma voix était calme, professionnelle, alors que je parlais à la coordinatrice du loft chic du centre-ville. J'appelle pour annuler l'événement prévu le 12 octobre. Oh, je suis tellement désolé de l'apprendre, a-t-elle dit. Puis-je demander la raison? Changement de plan, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste. Un par un, j'ai démantelé le mariage de fantaisie qu'ils avaient prévu d'utiliser comme scène pour mon humiliation publique. Certains des acomptes n'étaient pas remboursables. Cela m'était égal. C'était un petit prix à payer pour commencer à effacer l'avenir qu'ils avaient essayé de me voler. Puis je me suis tourné vers Jason. Le trésor de textos que Marc m'avait envoyé était une mine d'or d'auto-incrimination. Des dizaines d'entre eux étaient horodatés pendant ses heures de travail. Jason travaillait dans la vente pour une entreprise technologique prestigieuse, un endroit qui se targuait de sa culture axée sur la famille et qui avait une politique stricte concernant l'utilisation du temps et des ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles. Il travaillait souvent à domicile, un privilège qu'il abusait clairement et flagrant. J'ai créé une nouvelle adresse email anonyme. J'ai soigneusement rédigé un message à son superviseur direct, un homme que j'avais rencontré quelques fois lors des fêtes de fin d'année de l'entreprise, un homme de famille conservateur qui parlait souvent de l'importance de l'intégrité. J'ai joint une sélection soigneusement choisie des captures d'écran les plus accablantes, celles où Jason organisait ses rendez-vous de midi avec Vanessa tout en étant censé être connecté à une réunion de vente virtuelle. J'ai écrit, « Je suis une partie concernée qui pense que ce comportement n'est pas conforme aux valeurs d'intégrité et de professionnalisme déclarées par votre entreprise. Je pensais que vous devriez être au courant du caractère de l'homme qui représente votre organisation sur le marché. » J'ai appuyé sur envoyer, un sourire froid effleurant mes lèvres. La prochaine sur la liste était Vanessa. Son rêve de toujours, financé par un flux apparemment infini d'aide parentale, était d'ouvrir un studio de yoga et de remise en forme de boutique. Elle courtisait un petit groupe d'investisseurs locaux pour obtenir l'argent d'amorçage nécessaire pour obtenir un bail. Un de ces investisseurs, comme le sort l'a voulu, était le mari d'une de mes vieilles amies de collège. Le monde est petit quand on cherche un levier. Un autre email anonyme a été rédigé. Cette fois, j'ai joint les captures d'écran de Vanessa se vantant de son plan pour sécuriser son avenir financier grâce à mon fonds de mariage, et une autre où elle plaisantait sur la facilité avec laquelle elle pouvait manipuler de vieux hommes riches pour obtenir ce qu'elle voulait. Est-ce le type de responsabilité financière et de caractère personnel que vous voulez qu'il gère votre investissement? L'email concluait. Je l'ai envoyé. Mais la pièce maîtresse de mon plan, la partie qui nécessitait la patience et la précision d'un stratège maître, impliquait ma famille. C'était la partie qui s'attaquerait enfin au cœur pourri du favoritisme et de l'habilitation qui avait permis à Vanessa de devenir le monstre qu'elle était. Je savais ce qui allait arriver. Aussi sûrement que le soleil se lève, mes parents appelleraient un sommet familial, une intervention où ils tenteraient de me malmener et de me culpabiliser pour pardonner et oublier afin de maintenir la paix. Et j'allais les laisser faire. J'allais marcher droit dans la tanière du lion. Mais cette fois, je n'allais pas être l'agneau du sacrifice. Quelques jours plus tard, comme je l'avais prédit, ma mère a appelé. Sa voix était empreinte de ce ton las et déçu qu'elle avait perfectionné au fil des années de mes échecs à répondre à ses attentes de conformité silencieuse. « Emma, nous devons parler. Ça suffit, ça dure depuis trop longtemps. Ton père et moi vous recevons, Jason et Vanessa, pour dîner dimanche. Il est temps de régler ça comme des adultes et de trouver une voie à suivre. » Bien sûr, maman, ai-je dit, ma voix une parfaite imitation de ma vieille et belle personne.
Je serai là. Ce dimanche-là, je suis entré chez mes parents, la scène de tant de mes humiliations d'enfance. L'air était épais d'un calme artificiel et écœurant. Vanessa était là, perchée sur le canapé, sa main posée protectrice sur son ventre toujours plat, ses yeux artistiquement rougis comme si elle pleurait depuis des jours. Jason était pâle et agité, un fantôme hantant la scène du crime, incapable de croiser mon regard. Mes parents étaient assis à la tête de la table de la salle à manger comme un roi et une reine présidant un tribunal bidon. Ils n'ont même pas attendu que le rôti de bœuf soit servi. « Emma, tu es en train de déchirer cette famille », a commencé mon père, sa voix résonnant d'une autorité auto-juste. « Les gens font des erreurs. Le Seigneur sait que j'en ai fait quelques-unes. Ta sœur est profondément désolée, et plus important encore, elle est enceinte. Il y a un enfant à prendre en compte. Tu ne peux pas jeter ton avenir avec Jason pour une seule erreur. » Ma mère a ajouté, sa voix plus douce mais pas moins acerbe. « Tu as toujours été si forte, Emma. Si rigide. Parfois, dans un mariage, dans une famille, il faut apprendre à être un peu plus doux. Il faut apprendre à pardonner. » Il me tag-team, me peignant comme la méchante, la femme froide et inflexible, qui punit la pauvre, délicate et enceinte Vanessa pour une simple indiscrétion juvénile. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés raconter leur histoire. Je les ai laissés creuser leur propre tombe. Quand ils ont enfin eu fini, un silence lourd et expectant est tombé sur la pièce. J'ai pris une gorgée d'eau lente et délibérée. Je vois, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, ne trahissant aucune de la rage volcanique qui mijotait sous la surface. Vous pensez que c'était une erreur? J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table en acajou poli. Je pense qu'il vaut mieux que nous soyons tous honnêtes sur ce qui s'est vraiment passé. J'ai tapoté l'écran et j'ai commencé à lire. J'ai lu les textos où ils m'appelaient leur vache à lait. J'ai lu les messages où ils riaient de la façon dont je travaillais dur, comment je me tuais pour leur avenir. J'ai lu mot pour mot leur plan détestable, me laisser payer le mariage, me tenir la main à l'hôtel, puis m'abandonner enceinte et fauchée après la lune de miel. Avec chaque phrase que je lisais, la couleur quittait le visage de Vanessa. Jason avait l'air de vouloir être physiquement malade. Mes parents étaient, pour la première fois de leur vie, complètement sans voix. Mon père a finalement retrouvé sa voix en bégayant que ce ne sont que des mots. Des enfants qui font les idiots. Le fait est qu'il y a un bébé en chemin. Jason doit faire ce qu'il faut. Et qu'en est-il de l'argent du mariage, de l'héritage? Vous ne pouvez pas simplement tout annuler. Et c'est là que j'ai joué ma dernière carte. Là que j'avais dans ma manche. Celui qu'il n'avait jamais vu venir. L'argent du mariage, ai-je dit, un petit sourire froid jouant sur mes lèvres. C'est un très bon point, papa. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une épaisse enveloppe de format légal, la plaçant sur la table avec un bruit sourd, doux et définitif. Vous faites référence, bien sûr, à l'héritage du fonds fiduciaire de Grand-Ma Hélène. Celui dont vous, en tant qu'exécuteur de sa succession, m'avez toujours dit que je ne pouvais pas y toucher sans votre approbation. Mon père a hoché la tête, une lueur de son ancienne autorité revenant dans ses yeux. C'est exact. C'est pour ton mariage, pour ton avenir. C'est protégé. Drôle, ai-je dit, faisant glisser une chemise de documents juridiques hors de l'enveloppe. Parce que quand j'ai fait examiner la fiducie par mon avocat, il a dit quelque chose de tout à fait différent. Il a dit qu'à mon 30e anniversaire, j'ai acquis le contrôle total et absolu de ce compte. Votre signature n'a jamais été requise. C'était juste un autre mensonge que vous avez dit pour me contrôler, pour me garder sous votre emprise. J'ai laissé cela s'installer, regardant l'horreur naissante sur son visage. Alors, j'ai suivi les conseils de mon avocat. La semaine dernière, je lui ai fait dissoudre l'ancienne fiducie. Tout l'héritage, chaque centime, a été transféré dans un nouveau compte d'investissement privé à mon nom uniquement. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots remplir le silence suffocant. Puis j'ai regardé directement Jason et Vanessa. Leurs visages étaient des masques d'horreur purs et sans filtre. Le sang avait quitté leur visage, les laissant ressembler à des fantômes pâles et désespérés. Il n'y a pas de mariage, ai-je dit, ma voix comme une éclaboussure de glace. Il n'y a pas d'argent. Il ne reste rien à prendre. Le silence qui a suivi fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de ma vie. Il fut brisé par un sanglot animal étranglé de Vanessa. Jason regardait juste le document, la bouche ouverte, son rêve de richesse rapide se dissolvant devant ses yeux.
Mes parents avaient l'air d'avoir été physiquement frappés. Je me suis levé de la table, mes mouvements calmes et délibérés. J'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt, le diamant de 3 carats qui, je savais maintenant, n'était qu'un acompte sur mon futur malheur. Je l'ai posé doucement sur la table à côté du document légal. Je crois que cela vous appartient, ai-je dit à personne en particulier. Et puis je me suis retourné et je suis sorti de cette maison, de cette dynamique familiale toxique, et dans ma nouvelle vie, laissant derrière moi la ruine complète et totale de leur vie. Je ne me suis pas retourné. Alors que j'arrivais à ma voiture, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et Jason est sorti en titubant, criant mon nom. Il a essayé de bloquer ma voiture, son visage un désespoir, une bouillie de larmes. « Emma, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je t'aime. » J'ai baissé la vitre juste d'un pouce, assez pour qu'il entende mes derniers mots pour lui. « La personne à qui tu étais fiancé est partie, » ai-je dit, ma voix complètement vide de l'amour que je lui avais autrefois porté. « Toi et ma sœur vous en êtes assurés. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Bonne chance avec ta nouvelle vie. Tu en auras besoin. » J'ai remonté la vitre et je me suis éloigné, le regardant rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point pathétique. Les répercussions ont été rapides et spectaculaires, tout comme je l'avais prévu. Une semaine plus tard, j'ai appris par notre amie commune Sarah que Jason avait été convoqué à une réunion avec son patron et les RH. Il a été mis à l'épreuve indéfiniment pour abus grave de temps et de ressources de l'entreprise. Ses privilèges de travail à domicile ont été révoqués de manière permanente et sa voie de carrière prometteuse, y compris une promotion et une augmentation de salaire très attendue, s'est évaporée du jour au lendemain. Son activité secondaire, l'entreprise de dropshipping qu'il menait pendant ses heures de travail, s'est effondrée sans son attention constante. Son revenu a été divisé par 2. Le rêve de Vanessa d'un studio de fitness de boutique est mort encore plus rapidement, plus publiquement. Les investisseurs, après avoir reçu mon email anonyme, se sont retirés à l'unanimité. Personne, il s'est avéré, ne voulait s'associer à un menteur manipulateur et indigne de confiance. Et Marc, armé de la montagne de preuves que je lui avais fournies, avait déposé une demande de divorce. Son avocat, un requin en costume sur mesure, utilisait la preuve d'infidélité et ses tentatives de cacher des actifs pour s'assurer qu'elles ne sortent avec presque rien de leur vie commune. Ils ont tous deux essayé de me contacter, bien sûr. Un barrage implacable de textos et d'appels de numéros prépayés. D'abord, les excuses sucrées et incroyables, puis les supplications désespérées, et enfin le blâme venimeux. Vanessa m'a accusé de ruiner sa vie, d'être un monstre cruel et jaloux. Jason m'a dit que j'étais vindicative et que je regretterais d'avoir jeté notre amour. J'ai bloqué tous les numéros. Je n'ai rien lu. Leur voix n'était que le bruit dénué de sens de fantôme d'une vie que j'avais déjà laissée derrière moi. Avec eux enfin béniment réduits au silence, j'ai commencé à reconstruire. J'ai pris l'argent de la fiducie de grand-ma Hélène, mon argent, mon héritage, et je l'ai investi en moi. J'ai remboursé mon prêt de voiture en une seule fois. J'ai embauché une entreprise pour démonter l'ancienne unité de climatisation bruyante de mon appartement et installer un tout nouveau système CVC haut de gamme. Le bourdonnement calme et efficace de l'air froid était le son de la victoire. L'ironie n'a pas échappé. J'ai commencé à aller à la salle de sport, non pas pour perdre du poids ou pour avoir une certaine apparence pour quelqu'un d'autre, mais parce que la brûlure dans mes muscles me rappelait que j'étais forte, que je pouvais résister à la pression et en sortir plus forte. Et sur un coup de tête un samedi, je suis allé au refuge animal local juste pour regarder. C'est là que j'ai rencontré Vespé, un labrador croisé maladroit avec une oreille tombante et des yeux marrons mélancoliques pleins de rien d'autre que d'amour pur et sans complications. Il avait été retrouvé abandonné sur le bord d'une autoroute. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Il est devenu mon ombre, mon fidèle compagnon. Pas de mensonges, pas de côté, pas de trahison, juste des remuements de queue et une affection inconditionnelle. Environ 6 mois après ce dernier dîner de famille désastreux, Sarah m'a appelé avec une mise à jour. Jason avait été licencié lors d'une restructuration d'entreprise. Il était sans emploi et avait été contraint de retourner dans le sous-sol de ses parents à 34 ans. Vanessa avait donné naissance à un garçon. Jason, fidèle à sa nature lâche, avait exigé un test de paternité et, après confirmation que l'enfant était le sien, avait refusé de s'impliquer, affirmant qu'il ne pouvait pas se permettre de pension alimentaire maintenant qu'il était au chômage. Vanessa, abandonnée par l'homme pour lequel elle avait sacrifié sa vie, avait été forcée de retourner dans sa ville natale,
vivant dans sa vieille chambre d'enfance avec un nouveau-né, travaillant à temps partiel dans un vape shop pour joindre les deux bouts. L'éclat de l'enfant d'or avait finalement disparu de manière irréversible. Ils avaient construit tout leur plan malhonnête sur le fondement de mon travail acharné et de mon amour, supposant que je serais une victime passive et pleurnicharde dans leur drame. Ils m'ont fondamentalement sous-estimé. Ils ont vu ma gentillesse comme une faiblesse, ma générosité comme une ressource à piller. Ils ne se sont pas rendus compte que la même ténacité et la même détermination qui m'avaient permis de travailler 70 heures par semaine pour un mariage pouvaient être réorientées avec une efficacité terrifiante. Ils avaient détruit leur propre vie. J'avais juste veillé à ce que les décombres soient publics et que les voies d'évacuation soient scellées. Le mois dernier, j'ai fait ce voyage en Islande, celui dont j'avais toujours rêvé. Je me tenais sur une plage de sable noir, l'air frais et pur sur mon visage, et j'ai regardé les aurores boréales danser dans le vaste ciel sombre et les vagues éthérées chatoyantes de vert et de violet. C'était la chose la plus belle et la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement et totalement libre. J'avais Vespé qui m'attendait à la maison, un travail pour lequel j'étais toujours aussi doué, et un avenir qui était entièrement, glorieusement le mien. Le silence dans ma vie n'était plus vide. Il était paisible. Et j'ai réalisé que la vengeance ne doit pas toujours être une explosion bruyante et enflammée. Parfois, c'est le bourdonnement calme et satisfaisant d'un nouveau climatiseur dans une maison que vous avez récupérée, une vie que vous avez reconstruite, tout pour vous.